Bonjour, quelle bonne idée d'être avec nous ce matin. Ce matin, on va peut-être pouvoir commencer par des vocables particuliers. On pourrait dire action, partez. Pourquoi? Parce que c'est un réalisateur qu'on reçoit ce matin. C'est la première fois qu'il est sur le plateau de Thé au Café. Et c'est Cédric Klapisch. Et c'est la première fois qu'il nous propose une série sur France 2 qui s'appelle 10%. Bonjour. Bonjour Cédric Klapisch. Alors c'est vrai, on va parler de cette série événement. Ce sera le 14 octobre sur notre chaîne. On va beaucoup en parler, on commence déjà beaucoup à en parler. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup d'articles déjà sur cette série. Mais aussi, on va parler de vous, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, on est gourmand de vous. Ça vous va, ça? Oui. Et alors, j'avais envie quand même de vous demander quelque chose de très particulier, parce qu'on vous voit assez rarement. Est-ce que vous avez une désaffection, un désengouement vis-à-vis des médias? Et de la télé, notamment. Non, c'est-à-dire que moi, on m'invite moins que les acteurs, c'est juste ça. Mais ils vous insupportent ou pas? Qui ça, les médias ou, non, pas du tout. Enfin, c'est très variable. Il y a autant de personnalités que de médias. Et donc, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'aiment bien. C'est très, très variable, à vrai dire. Donc, vous préférez aller chez ceux qui vous détestent? Voilà. Bien sûr. On s'explique. Dans quel milieu vous avez grandi? Alors, moi, disons que mon père et ma mère sont assez intello, on va dire, parce que mon père, enfin les deux sont à la retraite aujourd'hui, mais mon père était physicien et ma mère psychanalyste. Chercheur, ouais. Donc chercheur scientifique, et donc c'est vrai que c'était des boulots très intello. J'ai grandi dans le 5e arrondissement, donc j'étais autour de la place de la Contrescarpe, ça c'était vraiment mon Ils vrai ont quartier. divorcé très tôt, vos parents? Oui, quand j'avais 2 ans, je crois. Vous avez eu un schéma familial particulier, néanmoins? Justement, le schéma des enfants de divorcés, c'est-à-dire que... Déchiré? Ouais, c'est ça, c'était assez... Famille recomposée aussi, par la suite? Par la suite, ouais, plus tard, ouais. Donc forcément, c'est des schémas qui marquent et qui font que j'ai fait l'Auberge espagnole ou que j'ai fait des films comme ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents, d'important? En bien ou en mal, hein? J'ai l'impression qu'il y a... Alors, c'est pas tout à fait pareil du côté de mon père et du côté de ma mère. Il y a, dans les deux cas, il y a la notion d'investigation ou de recherche. C'est-à-dire que ma mère, elle est psychanalyste, donc forcément, il y a un côté... Introspection. Et c'est vrai du côté de mon père aussi, qui cherche les composants de la matière. Mais il y a ça, il y a la curiosité, du coup, dans les deux cas. Et puis, du côté de ma mère, il y a une notion d'engagement, je dirais, une notion qu'il faut être responsable politiquement. Donc ça a été assez important. Militante. Oui, c'est ça, le côté militant. Sur le fait de ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Et quand on est issu d'une famille plutôt bourgeoise, même si c'était une famille de bourgeoisie moyenne, il faut partager des choses, il ne faut pas être juste dans son coin. À quoi vous rêviez, petit? Quand j'étais petit, ouais. Je pense qu'assez rapidement, le fait de faire du cinéma a été un rêve. Je pense que justement, fabriquer des images et faire du cinéma, je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait du cinéma. Parce Et pour raconter des histoires? C'était les deux choses. C'était à la fois le goût des images et le fait de raconter des histoires. C'est-à-dire que moi, il y avait beaucoup de photos dans l'environnement familial. Donc la photo, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et donc tout ce qui était visuel m'attirait beaucoup. Et ensuite, plus tard, je dirais le goût de raconter des histoires, le goût de la littérature, le goût de la narration, ça s'est mélangé avec ça. C'est une gifle quand on rate la meilleure école pour devenir réalisateur, qui était l'IDEC, qui était aujourd'hui la FEMIS. Oui, je l'ai raté 2 fois. Je l'ai raté une fois à 18 ans en sortant du bac. Et une deuxième fois, je devais avoir 21 ans. C'est saignant quand même 2 fois, non? C'est énorme. Puis surtout, là c'était vraiment un drame, quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait, que justement, je n'allais pas faire le métier que je voulais faire. Donc le fait de ne pas rentrer dans une école de cinéma, ça a été un traumatisme. Vous vraiment. partez aux États-Unis, c'est une fuite? Non, parce que justement, alors je remercie mon père de m'avoir permis de faire ça. Je dirais que c'était 2 ans après avoir raté l'IDEC, qui est donc devenue la FEMIS aujourd'hui, où j'étais à la fac de cinéma, puis je suis parti à New York faire une école de cinéma grâce à mon père, qui m'a aidé beaucoup à cette époque-là. Vous dites aider moralement, financièrement? En fait, c'est lui qui m'a suggéré de le faire, parce que lui, en tant que physicien, ça se faisait assez régulièrement de partir faire des études scientifiques aux États-Unis. Il y avait beaucoup de ponts entre la France et les États-Unis. Il m'a dit, mais si tu veux faire du cinéma, peut-être que c'est bien d'aller aux États-Unis. Et ça a été une bonne idée, et puis il m'a aidé financièrement pour le faire. Un coup d'œil dans le rétro, ça vous va? Ouais. Quelques images d'archives, ça vous va aussi? C'est Laurence Boulet qui s'y est collée. Et alors, elle s'est bien amusée avec les titres de vos films.
Cédric Klapisch, faire votre portrait est un vrai casse-tête chinois. Mais bon, je ne peux pas écrire rien du tout. 7 sur 1 première. Alors je me dis, revenons à la source. Qu'est-ce qui le meut, ce cinéaste ? Son leitmotiv, c'est de raconter la vie, la vraie vie et ses petits détails, celle d'une génération incarnée par un héros récurrent, Romain Duris. Le péril jeune ne lui fait pas peur. Cédric Klapisch aime observer la jeunesse et sa vision des choses devient culte. Lui, jeune, galère un peu. La plus prestigieuse école de cinéma ne retient pas le candidat Klapisch. C'est ça qui me fait avancer, quoi. C'est de rater. Et il avance, même si ça semble partir un peu dans tous les sens. Il y a un petit côté auberge espagnole. On y croise Cécile de France ou Audrey Tautou. Il fait vivre l'Europe à travers une jeunesse globe-trotteuse, de Barcelone à New York. La fac? I get it. La fac. En passant par Saint-Pétersbourg et ses mythiques poupées russes. Au fil de sa trilogie, nous suivons les quêtes personnelles et existentielles de ses personnages de 20 à 40 ans. Il aime aussi filmer Paris et s'intéresse de près à un drôle de quartier où chacun cherche son chat. Avec les Bakri Jaoui, il a un air de famille. En parlant de famille, celle du cinéma le récompense avec le César du meilleur scénario original, faute du César du meilleur réalisateur. Je vous remercie beaucoup. Toujours prêt pour de nouvelles aventures ? Peut-être. En tout cas, il nous propose un voyage dans le temps avec un film futuriste. C'est une version qui est certainement plus optimiste que ce que donne la science-fiction habituellement. Jamais contrariant, il n'est ni pour ni contre un nouvel essai dans un genre très différent, le polar. J'ai toujours beaucoup aimé les films de gangsters. Finalement, au sein du cinéma français, Cédric Klapisch a réussi à obtenir sa part du gâteau. Vous apparaissez comme un observateur, vous apparaissez vraiment comme un observateur très sourcilleux du détail. Est-ce qu'on ne peut pas obtenir la même chose en faisant du documentaire comme vous faites aujourd'hui d'ailleurs ? Pour moi, c'est la base du travail d'être observateur et d'être curieux. Donc, je pars de ça. Je regarde les gens, je regarde ce qui se passe autour de moi, je lis les Et vous journaux. pourriez faire du reportage ? Je pourrais faire du reportage et j'en fais un petit peu. Je fais des documentaires un petit peu aussi. Vous êtes intéressé d'ailleurs à une danseuse, Ouais. un perchiste. Un sauteur à la perche, ouais. Voilà. Ouais. Et on verra d'ailleurs, vous suivez son travail actuellement. Oui, c'est-à-dire que je le suis jusqu'aux Jeux Olympiques de 2016. On dit qui c'est ? Alors, c'est Renaud Lavillenie. Bien sûr. Et c'était Aurélie Dupont, hein, Oui, qui a d'ailleurs pris sa retraite il y a de quelques l'opéra. mois. Oui, ouais. tout à fait récemment. C'est encore un autre exercice, ça, non ? C'est un autre exercice parce que d'une part, on est seul. Enfin, il y a eu plusieurs fois où moi j'étais seul avec une caméra et donc il n'y a plus la notion d'équipe où on est une centaine à faire quelque chose d'assez précis, écrit, tout ça. Donc c'est beaucoup de l'improvisation. Moi j'aime bien ça. On essaye d'inventer une mise en scène en direct en regardant des gens et en voyant ce qui se passe. Donc j'aime beaucoup cet exercice. Il y a Cécile de France, Duris évidemment. Vous êtes heureux et fier de votre bande ? Ouais, je suis fier d'eux parce que bon, je crois que ça se voit, j'aime les acteurs. Et c'est vrai qu'en général, quand je choisis des gens, en général, je les aime bien, je les aime encore plus en travaillant avec eux. Donc il y a une fidélisation, il y a quelque chose qui se passe dans... Vous les avez fait connaître. Il y en a plusieurs, oui, qui ont commencé avec moi. Enfin, on a commencé ensemble, je dirais, parce que Romain Duris, on a commencé ensemble, Cécile de France, Audrey Tautou aussi. Donc finalement, même si l'Auberge espagnole, c'était pas complètement mon premier film, il y a eu des gens comme ça. Et puis bon, Vincent Elbaz, Hélène de Fougerolles, Élodie Boucher, il y avait beaucoup de gens avec qui j'ai démarré ou qui ont démarré au même moment. La part de gâteau, c'était avec Karine Viard, notamment, et Gilles Lelouch. Ouais. Hein. C'était sur la société, Ouais. sur une usine, la fermeture d'une usine. Tout ce qui est sociétal vous intéresse. Est-ce qu'il y a aussi le côté engagé, militant, participer aussi à la vie de la société dans votre travail ? Oui, parce que pour moi, c'est un film, c'est pas juste du divertissement, c'est aussi quelque chose qui aide à réfléchir. Donc on peut réfléchir sur des idées, sur des choses de la société, sur des... Là, c'est vrai que c'était juste après la crise financière qui avait engendré une crise sociale. Et donc, c'était pour dire que toutes ces histoires de jeux d'argent provoquaient du chômage ou des choses très réelles. Donc, c'était pour observer comment la virtualité monétaire devenait réelle dans la vie, justement, de la société. Donc, ce film, il était... je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du cinéma engagé, mais en tout cas, c'est un regard sur la société. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le cinéma français a beaucoup changé ces dernières années ? Ou au contraire, aujourd'hui, il régresse dans cette forme de liberté, Non, il y a justement, de l'autocensure ? J'ai l'impression que la société est plus censurée, elle est plus réprimée.
mais que le cinéma actuel, des jeunes réalisateurs, il est plus libre. Donc il y a une sorte de renouveau, je sens une sorte de vent de liberté en tout cas. Fleur Pellerin, ministre de la Culture, qui veut changer les règles concernant les scènes de sexe qui ne sont pas simulées au cinéma. Ça vous... J'étais pas au courant, mais en général, j'aime pas ce genre de truc. Est-ce qu'il faut modifier la classification? Vous savez, des moins de 16 ans, moins de 18 ans. Alors, pour moi, je serais pour la préciser, pour avoir plus de liberté. C'est-à-dire que pour moi, je déteste l'idée de la censure. Pour moi, la censure, ça appelle le fascisme, et donc le fascisme, c'est pas le pays où je vis. Donc, je trouve ça toujours très trouble quand il y a des résurgences réactionnaires ou qu'il y a des choses comme ça pour essayer de cacher des choses. Moi, je pense que le cinéma peut tout montrer, et donc peut montrer des choses horribles, des choses... Du spectateur. Non, parce qu'il y a, en fonction de l'âge, moi je sais que j'ai 3 enfants, en fonction de l'âge qu'ils ont le droit de voir des choses différentes. Donc la classification, pour moi, elle est importante pour dire... Mais par contre, il y a beaucoup d'hypocrisie pour moi. Il y a toujours des séries télé à 20h30 qui passent des histoires de pédophiles et de tueurs en série. Ça n'a pas l'air de gêner les gens. Et de crimes. Et par contre, quand il y a 2 personnes qui s'embrassent tout nus, ça gêne plus les gens. Moi, ça me gêne moins, personnellement. Donc, Luc Besson qui menace de tourner son prochain film à gros budget en Hongrie, parce qu'il ne pourrait pas profiter du crédit d'impôt, étant donné qu'il le tourne en anglais. Ça vous parle, ça? Ça me parle parce que c'est une réalité. Je l'ai vu en interview raconter son histoire. N'importe quel réalisateur ou producteur ferait la même chose. Et d'ailleurs, la plupart des productions aujourd'hui, il y en a beaucoup qui partent en Belgique, au Luxembourg ou dans les pays de l'Est pour ces raisons-là. Donc, il dit juste ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut aider, quelle que soit la langue. Il faut aider, c'est-à-dire que beaucoup de pays, et c'est la raison pour laquelle la Belgique et le Luxembourg récupèrent beaucoup de films français, c'est parce qu'il y a un crédit d'impôt qui est très intéressant. À partir du moment où nous, on est concurrentiel vis-à-vis de ces pays-là, les équipes françaises resteront en France. Vous avez eu un crédit d'impôt pour le film que vous êtes en train de tourner? Oui, non, c'est le fonctionnement actuel, et donc on en bénéficie, et c'est ça qui sauve le cinéma français. C'est vraiment... les gens comprennent mal que c'est une industrie comme l'industrie automobile ou comme d'autres industries. Vous êtes en train de tourner la première période, parce qu'il va y en avoir plusieurs, puisque ça suit les saisons, puisque ça se passe dans les vignes du côté de la Bourgogne. Alors on est allé voir ce que c'est qu'un tournage avec Cédric Lapiche. C'est Laurence Boulet et Julien Clavry qui vous ont accompagné ce jour-là, et c'était un jour de pluie. On est à Chassagne-Montrachet, en Bourgogne, et on fait un film qui s'appelle Le vin et le vent. Depuis 3 semaines, il faisait très beau. Il faisait 30 degrés, tout le monde était torse nu. Et donc, c'est la première journée où il pleut vraiment. Ouais. Et c'est compliqué quand on est réalisateur comme ça et qu'il se met à pleuvoir? Moi, en tout cas, j'intègre les choses qui se passent. Et donc, du coup, je me dis, plutôt que de lutter contre les éléments, puis là, de toute façon, il n'y a vraiment rien à faire, j'essaie d'intégrer le fait que voilà, c'est comme ça et c'est comme dans la vie, quoi. Quand je faisais des films au début, j'essayais d'écrire un scénario très très fini, et j'essayais, voilà, il y avait une espèce de projet avec un rêve, puis après j'essayais de réaliser mon rêve. Il y a eu tellement de déceptions dans les premiers films que finalement je fais plus ça. J'essaye d'inventer les choses au jour le jour, et je me sens mieux comme ça parce qu'il n'y a pas de déception. Moteur, action! Non, attends, on peut se parler. On peut se... Vas-y, passe les mains. Coupé. Ah, l'image, c'était vachement bien. Ouais, non, je suis content parce qu'en plus, je pensais pas qu'on ferait que 2 prises, quoi. C'est-à-dire que après ça, c'est Pio Marmaille. C'est à partir du moment où il sait ce qu'il doit jouer, finalement, il y a une intensité qui est très forte, très vite, quoi. Il faut pas que vous pleurez. Tu peux monter ces ballons? J'ai besoin qu'il y ait une collaboration de tout le monde. Donc j'ai besoin de sentir l'équipe avec moi, j'ai besoin de sentir les acteurs avec moi. Donc ce côté collectif, il est vraiment important pour moi. On a tous envie que ce soit bien. Donc moi, je suis pas là en train de dire oui, c'est formidable, alors que je trouve ça moyen. Donc moi, je dis vraiment ce que je pense, quoi. Alors, tu peux nous dire ce que tu penses justement du cadre? Je trouve ça pourri. C'est de la merde. Et il est comment humainement? C'est une influence. C'est une plaisanterie, parce qu'en plus là on a vraiment cru que c'était une influence. Je suis allé un peu loin. Non, je plaisante. Non, c'est un mec humain, quoi. Il arrive à garder un rapport assez simple avec son équipe et avec ses acteurs. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Et tu fais ça. Il est mûr pour la scène. Alors, moteur. Silence, s'il vous plaît. Jean, toi aussi, qu'est-ce que c'est là?
Vous me faites pas ça ce soir. Ce soir, c'est interdiction de pleurer, d'accord? Moi, je suis quelqu'un de très timide à la base, donc les premiers tournages étaient très difficiles pour moi. Et je détestais ça. Je me souviens que je comptais les jours pour savoir quand ça allait s'arrêter. C'était vraiment horrible. Et maintenant, je compte les jours en me disant « Ah zut, on n'a plus que 3 jours ». Donc c'est vraiment le contraire. Au pire, on fait un mauvais film. Donc c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Viens, Juliette. Ce qui compte, c'est l'émotion qu'on donne à un spectateur. Et ce qui compte pour avoir ça, c'est l'intensité qu'on a quand on fait les choses. Et donc, il faut être juste gardien de cette intensité-là. Alors, ça va se passer là-dedans. C'est, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est notre cuverie. Mais ok. C'est fatigant une journée comme ça? Ouais. Et c'est pas fini, on a encore une nuit, là, donc, enfin une demi-nuit. Action! Bon, allez, ça y est, moi j'y vais là. Ah, vas-y. Bon, alors, comment ça se passe avec C'est plus dur la nuit parce qu'il faut tout éclairer. Il y a toute une réflexion sur la lumière à faire. Quand on était dans les vignes et qu'il faisait beau, on choisissait juste à quelle heure on fait quel plan. Et on était beaucoup soumis à la lumière naturelle. Donc c'est plus changeant, mais plus facile à faire. Excuse-moi de te déranger, je peux te parler 2 secondes? Dans le cinéma, je cherche à ce qu'il y ait du plaisir en tournant. Et dans ce film-là, parce qu'on parle du vin, parce qu'on parle de beaucoup de choses qui sont liées au plaisir, c'est important de garder du plaisir à être ensemble et à faire un film ensemble. Coupé. Coupé. Combien de prises maxi pour une scène? Moi, je sais qu'il y a des réalisateurs qui montent à une centaine de prises. Moi, j'ai rarement été autour de 20-25 prises. Donc, je reste en dessous. Ma moyenne doit être autour de 7. Et je sais que il y a une intensité que je cherche qui s'épuise au bout d'un moment. Alors, je sais qu'il y a des réalisateurs qui aiment bien aller jusqu'au bout de l'épuisement et chercher des choses à travers l'épuisement, mais je ne suis pas comme ça, moi. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas de la part de vos comédiens? Qui s'en foutent ou qui viennent cachetonner, je dirais. C'est-à-dire que... Au-delà de la désinvolture? Ouais, c'est ça. Ça m'est jamais arrivé. Franchement, j'ai l'impression que justement, je choisis les gens pour qu'il y ait de la sincérité et qu'il y ait aussi de l'intensité dans le travail. C'est drôle, je n'avais pas conscience. J'ai dit tout à l'heure que j'étais le gardien de l'intensité. Je trouve ça assez juste, en fait, ce que j'ai dit. Non, c'est-à-dire que... On le garde. C'est vrai que c'est une partie très importante du cinéma. C'est le fait de rentrer de l'intensité dans un entonnoir, en fait. L'ego, on le sait bien quand même, l'ego est souvent un peu surdimensionné sur un tournage. Comment vous arrivez à gérer? Le mien, vous voulez dire, ou celui des autres? Peut-être celui des autres, mais on parlera du vôtre Celui des après. autres, il y en a qui sont compliqués à gérer. Hein. C'est sûr que c'est un métier chez les acteurs où il y a des gros égos, quoi. Donc ça fait partie du métier de savoir gérer ça. Et il y a des gens qui ont un gros ego, mais c'est ça qu'on aime chez eux. Donc c'est sûr qu'on sait très bien que des gens comme Depardieu ou Lucchini, c'est des gens qui ont un gros ego. Mais c'est ça qu'on aime. Alors, des égos de comédiens, d'acteurs, d'agents même. Je sens votre Oui, transition, ouais. Ça s'appelle 10%. C'est une série que vous verrez bientôt sur France 2, sur notre chaîne, à partir du 14 octobre. C'est une série de 6 épisodes, 6 volets. Vous en avez réalisé 2. 10%, on explique évidemment la raison. C'est le pourcentage que gagnent l'agent des comédiens, quoi, Ouais. des acteurs. Et est-ce que vous pensez qu'ils les valent bien, ces 10%? Ah, je crois qu'ils les valent bien, oui, parce que c'était l'intérêt de faire une série sur ça, sur les coulisses du cinéma, c'est qu'on ne se rend pas compte du travail que c'est. Et justement, derrière les gros égos, derrière les gens qui ont une vie d'acteur, il y a des contrats, il y a tout un aspect juridique, mais il y a aussi tout un aspect, alors je dirais, accompagnement psychologique, sur le fait que souvent les acteurs sont des gens fragiles ou qui sont mis dans une situation de fragilisation et que du coup, il faut des gens pour aider autour. Et donc, il y a des situations qui sont en général très comiques, en tout cas dans notre série, Cocasse, pas forcément dans la très vie. cocasse, Mais ouais. oui, c'est ça, ça fabrique de la comédie en tout cas. L'idée de la série vient de la vie elle-même, en fait, de Dominique Besnéard, qui a été très longtemps agent et qui aujourd'hui est producteur. Et c'est Fanny Herrero, qui est une jeune femme qui a créé, en fait, la série avec d'autres auteurs. Cette nouvelle génération d'auteurs, vous la trouvez très talentueuse? Extrêmement talentueuse. Pourquoi? J'avoue que moi, c'est vraiment en lisant les 2 premiers épisodes qu'on m'a présentés, donc écrits par Fanny Herrero, ils étaient une dizaine de scénaristes autour d'elle. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle façon d'écrire des scénarios. Et c'est vrai que c'est assez nouveau en France,
parce que pour l'instant, ça restait très anglo-saxon, une espèce de qualité d'écriture très rythmée, très efficace. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait vraiment une nouvelle façon d'écrire, donc ça m'a tenté. Alors, on vit donc dans une agence de comédiens. Bon, on sait qu'elles existent à Paris. Elles sont quand même très très proches, même par le nom d'ailleurs. On s'en amuse. Et puis il y a des comédiens effectivement qui sont des piliers de cette agence et qui sont des guests en définitive. C'est-à-dire que on voit Cécile de France qui apparaît, on voit François Berléand, il y a aussi, vous allez m'aider, il y a Joe Star, Julie Gaillet, voilà, il y a Audrey Laura Fleurot, Smet, enfin voilà. ouais. Donc ils sont tous là. Est-ce que c'est pour aider le petit noyau qui est moins connu de comédiens? Non, ça, je dirais que ça aide à la médiatisation, ça aide France 2. Quand on fait la publicité d'une série comme ça, on a besoin de noms et donc ça aide forcément. Par contre, c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que les acteurs les moins connus sont ceux qu'on voit le plus. Et je pense qu'on se prend au jeu de... Ce sont les personnages principaux, en C'est définitive. les personnages principaux, et donc on s'intéresse à la vie de gens qui ont une vie de bureau, en fait, et qui ont une vie un peu banale à côté de stars ou à côté de gens qui sont sous les projecteurs. Et donc c'est le rapport des deux qui est intéressant. Premier épisode, c'est celui que vous avez réalisé, c'est Cécile de France, qui est pressenti dans le prochain Tarantino, et qu'il a choisi évidemment pour ses qualités de cavalière, et en définitive, elle s'avère une piètre cavalière. Allez! Avance, merde! On ne s'énerve pas contre Biscotte. Mais Cécile, Hé Gabriel! non, t'es où là? Je suis à Quincampoix-Fleuzy, Mais non, pourquoi? parce que, non mais là, on est au West End là. Il y a tout le monde qui t'attend. La journaliste, le photographe sont là. Oh putain, merde! Oh merde! Faut que tu m'aides là, Gabriel, je suis encore au cours de cheval. Mais t'en prends combien des cours de cheval là? Et je croyais que tu maîtrisais à fond, Cécile. Ah oui, non, mais je maîtrise complètement, hein. Et on ne téléphone pas sur Biscotte. Et là, bah voilà, j'ai juste besoin un peu de coaching pour me refaire la main, c'est tout. Tu m'inquiètes là. Les Américains ont bien insisté là-dessus, faut être nickel à cheval. Je te fais confiance. Ouais, non, mais je suis pas loin d'être nickel. C'est, Bon, écoute, je te rappelle tout à l'heure, hein, parce que on va rentrer dans un sous-bois. Ah oui. Ouais, mais t'es là quand alors? Dans une heure. T'as réussi à les faire patienter? J'ai noyé le poisson, j'ai encore raconté un gros bobard. J'ai dit que tes enfants étaient... Oula! Sans le poney, ça. J'ai pas le temps de passer à la maison, moi. Ah ouais, mais va falloir faire quelque chose là. Bon, hé, tu me dis rien, pour les Américains, c'est signé? Ils ont pas encore rappelé, mais ils doivent revenir à nous aujourd'hui. Voilà, Cécile est là. Je suis très contente. On est très très fort. Vous savez, on est atrocement retard, mais bon, ça va aller. Ouais, excusez-moi. Je vous voyais regarder la scène. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, j'aurais dû le tourner autrement? Je me dis tout le temps ça, donc moi je suis assez critique, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas regarder les choses que j'ai fait. Non, là je rigole parce que Cécile elle me fait toujours rire, donc j'ai beau l'avoir vue plein de fois, c'est assez addictif en fait. Oui. Il y a une dérision incroyable de la part de ces vedettes stars de cinéma. Fallait accepter. Oui, et là, De franchement, l'autodérision. encore une fois, je remercie et Cécile de France et les 9 acteurs connus qui ont accepté de jouer avec leur propre nom, parce que là, c'est Cécile de France qui joue une Cécile de France. Et il fallait effectivement de l'autodérision, il fallait pouvoir se moquer de soi-même. Là, effectivement, elle est censée faire un western pour Tarantino et qu'elle répète son cheval dans la banlieue parisienne. Donc, à chaque fois, on essaye de se moquer du côté un peu ridicule qu'il y a derrière le glamour du cinéma, quoi. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Il y a l'abandon du père pour sa fille, qui le vit très très mal. Il y a le burn-out. Il y a aussi l'amour, le vieillissement, bien sûr, entre notamment Françoise Fabian et Line Renaud. On avait oublié de les citer. Il y a le contrôle fiscal. Ouais. Est-ce que ça, c'est pour ancrer davantage la série? Je rappelle, en 6 épisodes, dans la réalité, le quotidien aussi des téléspectateurs. Oui, et puis c'est ça qui est intéressant à la télévision, c'est de parler de la vie des gens. Parce que justement, c'était tout l'acrobatie de cette série, c'est qu'en fait, ça ne parle pas des stars, ça parle de la vie de tout le monde. Donc, d'une actrice qui vient d'avoir un enfant, finalement, elle a des problèmes de jeune maman. Donc, Line Renaud et
Et Françoise Fabian, quand elles sont en compétition sur un rôle, même si elles ont plus de 80 ans, c'est la compétition de n'importe qui dans un travail qui essaye d'avoir le travail de l'autre. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on essaye d'imiter de la vie quotidienne. Vous avez réuni aussi à l'écran, et ça pour la première fois, la mère et la fille, c'est-à-dire Nathalie Baye et Laura Smet. Ouais. Hein. Ça, c'est dans le 3e épisode de la série. Ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que vous en avez tourné 2, que votre femme, compagne, votre femme, en a tourné 2, Lola Doyon, et puis votre premier assistant, vous lui avez donné un beau coup de pouce et qui lui aussi en a réalisé 2. Alors, comment on arrive à trouver une logique, une justesse, puisque le regard, la vision n'est pas tout à fait la même? Non, mais je savais qu'on s'entendait bien tous les 3 et qu'on est amis dans la vie. Enfin, avec ma femme, on est un peu plus qu'amis. et donc, voilà, je savais qu'on pouvait construire une esthétique commune, on pouvait rire des mêmes choses, et que vis-à-vis de la mise en scène, on n'est pas si éloigné que ça. Donc, du coup, on a tout conçu à 3. C'est un vrai projet collectif. Et c'est une des choses que j'ai aimées dans cette série. C'était vrai pour l'écriture et c'était vrai pour la production, où c'est beaucoup de gens, finalement, une série télé. Et dans le cinéma, on est un peu plus seul, c'est-à-dire qu'il y a un côté capitaine de bateau où on dirige une grosse équipe. Et là, on est une grosse équipe à diriger une autre équipe. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez collégial et collectif que j'ai vachement aimé. Laura Smet, on va regarder un extrait de l'épisode du 3e. On leur propose de tourner ensemble. C'est un huis clos entre amour et haine. On n'avait aucune envie de jouer l'une avec l'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que vous allez jouer ensemble. Tu veux pas jouer avec moi? Mais enfin, pas du tout. Dis la vérité. Enfin, non. Et toi? Tu veux pas jouer avec moi? Non, mais attends, change pas de sujet. Je t'ai posé la question en premier. Oui, ça va, tu veux pas me répondre, ça veut tout dire. Tu veux pas jouer avec moi, j'ai compris. Ok, mais toi, t'es ma mère. C'est monstrueux. Ah oui? Et d'être rejeté par la chair de sa chair, c'est mieux, peut-être? Mais c'est quoi le problème? T'as honte de moi? Comme quand je t'accompagnais au collège, c'est ça? Alors ça dure toute la vie, ce truc-là? Il faut toujours que tu parles à ma place, hein. J'ai jamais dit ça. J'aurais passé tout le tournage à me faire traiter comme une gamine de 10 ans. Tiens-toi droite, tiens-toi droite. Voilà, je veux ça. Je veux cette vérité-là. La mère monstrueuse et la fille insupportable. Mais de quoi vous parlez? Ouais, ça va pas, non? Je vous interdis de dire que ma fille est insupportable. Elle n'est pas du tout insupportable. Mais ma mère n'est pas monstrueuse. Enfin, mais si je peux pas m'engueuler avec ma mère, avec qui je vais m'engueuler? Bah évidemment, la famille c'est là pour ça. C'est là pour s'engueuler, c'est là pour tout se dire. On ne sait plus départager le vrai du faux. C'est le but, c'est un peu entre les deux. Oui. Elles ont accepté facilement? Elles ont accepté facilement en étant très regardantes à la qualité du scénario. Et donc assez rapidement, elles ont accepté toutes les 2. Ouais. Quel est le personnage dans cette série, selon vous, qui est le plus attachant, sur le plan psychologique? Alors, je dirais que le personnage qui m'a le plus surpris sur son évolution à travers les 6 épisodes, c'est le personnage joué par Thibaut de Montalembert, le personnage de Mathias. Parce qu'il est... Il est agent, lui. Hein. Oui, il est agent, et c'est le plus surprenant. C'est le businessman, lui. Hein. Oui, c'est ça. Par rapport aux guests, par rapport aux vedettes qui ont participé, je suis assez épaté de l'acceptation de Julie Gaillet. Parce que forcément, en ce moment, elle a un statut particulier, parce qu'elle n'est pas que actrice. Et je trouve ça vraiment audacieux de sa part, et culotté d'avoir accepté de jouer dans cette série. Oui, parce que d'autant plus qu'elle joue avec Joe Star, vraiment la détestation pendant un bon bout de temps, puis après ça va basculer. Mais justement, elle joue quelque chose qui arrive souvent sur les tournages, c'est 2 acteurs qui jouent 2 amoureux et qui se détestent dans la vraie vie. Et ça, forcément, c'est très drôle à regarder, donc elle joue ça. Et dans ce qu'ils ont créé avec Joe Star, c'était vraiment très drôle à regarder. L'homosexualité féminine est abordée, c'est une des premières fois dans une série. Française, bien évidemment, pardon. Et c'est vrai qu'il a fallu, j'imagine, prêter attention à ce personnage, mais les scènes sont libres, elles sont même physiques. L'homosexualité, elle est toujours un petit peu taboue.
alors que ça fait partie de la vie et donc encore une fois, Oui, mais c'est au légal, on cinéma, peut se au marier. cinéma, ça ne nous surprend pas. À la télé, beaucoup plus. Oui, parce que on le sait bien, en fait, la télé française, c'est pour ça que je mentionnais ça, c'est qu'à la télé américaine, il y a The L Word, par exemple, qui est une série que là-dessus. Donc c'est beaucoup plus libre depuis plus longtemps aux États-Unis. En France, c'est aussi parce qu'on est un plus petit pays et qu'on a des chaînes qui ont moins d'auditeurs et que du coup, il faut plaire au plus grand nombre et du coup, on a l'impression que ça va gêner. Mais je suis très content que France 2 s'ouvre plus et montre des choses différentes aujourd'hui. Alors, la personne dont je parle, qui a un rôle majeur, hein, puisque c'est un des piliers, des 4 piliers en fait de la série, elle est agent. Ouais. Hein, et elle va rencontrer une autre femme qui vient faire un contrôle fiscal en plus. Alors, de plus, elle est connue. C'est celle qui est connue pour la connasse. Ouais, c'est Camille Cotin, donc qui a fait Connasse sur Canal+, puis dans le long métrage. Donc effectivement, elle est un peu plus connue que les autres acteurs de la série. Il y en a certains qui ont refusé. Je sais, il y a eu Sophie Marceau, il y a eu Gérard Jugnot, je pense, Arthur. Je peux presque dire qu'il y a une trentaine d'acteurs qui ont refusé, donc Tant c'est que pas la ça peine de nommer oui, certains. tant que ça. Oui, il y en a beaucoup qui ont refusé, souvent pour plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que même moi, d'ailleurs, on m'a souvent demandé de jouer mon propre rôle dans des films, de jouer Cédric Clapiche, et c'est pas évident de se dire je vais être un faux Cédric Clapiche dans la fiction de quelqu'un. Donc là, il y a pas mal de gens qui ont refusé pour cette raison-là. Ils vont peut-être le regretter. J'espère je crois que d'ailleurs qu'il y en a certains qui regrettent déjà. Ouais. Est-ce que vous êtes superstitieux? Pas tellement. Alors pourtant, vous avez pris l'habitude d'avoir toujours sur vos tournages et dans vos distributions un comédien. D'accord, ouais, c'est ma seule superstition. Qui a pour nom Zinedine Soualem. Voilà, absolument. Alors lui, il fait partie de toutes les distributions. Oui. Hein. C'est un privilège. Il est là depuis le début. Et puis, on a demandé aussi à Antoine Garceau, donc, qui est votre assistant, premier assistant, et qui est devenu réalisateur sur cette série 10%, bien de croiser leur regard sur vous, Cédric Clapiche. Il m'a proposé un rôle dans son premier long-métrage qui s'appelle Rien du tout. Et je lui ai dit, ce qui me plairait, c'est d'être dans tous tes films. Faire même simplement de passage. Et il m'a regardé, il m'a fait d'accord. Et c'était en 1991. La patte Cédric Clapiche, c'est cette capacité à dire des choses extrêmement compliquées, mais d'une façon simple et directe, qui parle à tout le monde. Il raconte des choses essentielles avec des situations et des histoires qui peuvent avoir l'air insignifiantes. C'est dans le détail qui est l'universel. Il cherche le petit pour trouver le grand. Les gens vont voir ces films parce que ils se disent qu'il y a toujours un petit quelque chose qui nous parlera, qui parlera de notre vie. Et ça, c'est quand même un grand talent, d'arriver à faire des films populaires dans un sens noble. Il a un don d'observation assez incroyable. Il note tout et puis il prend ce qu'il peut prendre dans chacun en y apportant sa patte. Il a cette qualité incroyable, c'est qu'il est énormément pour la transmission et le partage. Il se nourrit de nous comme nous, on se nourrit de lui. Il m'a vraiment propulsé réalisateur sur la série 10%. Moi, vraiment, ça me touche énormément. Je lui dois beaucoup là-dessus. Cédric, il est connu pour ça. Il tient parole, il est fidèle. Il est enthousiaste, généreux. Il est à l'écoute de tout le monde, il est sympathique avec tout le monde. Bon camarade. C'est quelqu'un qui aime rire, qui a beaucoup d'humour. Ouais, ça va faire beaucoup de pommade, mais bon, c'est comme ça, c'est la vérité. Des défauts avouables. Je suis obligé de dire quelque chose. À part une addiction prononcée au meursault et au pommard. Je peux inventer quelque chose, mais... oui, il ferait ça. La réponse à ça. Bon, mais Cédric, voilà, juste pour finir... Tu m'as parlé d'un œnologue pour ton film sur le vin. Je suis prêt. Je suis en train de tout goûter. Vous lui donnerez le rôle? Il faut savoir que Zinedine n'a jamais bu une goutte d'alcool, donc il jouerait ça très mal. C'est sûr. Qu'est-ce qui vous indigne à la manière de Stéphane Hessel dans la société? Il y a beaucoup de choses qui m'indignent, mais c'est vrai que Stéphane Hessel a eu une parole qui est restée assez forte parce que c'était surtout le fait de s'indigner. C'est-à-dire que être libre, c'est pouvoir s'indigner. Et je pense que d'ailleurs, au moment des attentats et de Charlie Hebdo, on a vu à quel point le fait de pouvoir se révolter, de pouvoir avoir accès à la liberté d'expression, je trouvais ça très émouvant, les gens qui tendaient un crayon comme ça. Parce que voilà, le fait de pouvoir dessiner ce qu'on veut, de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir écrire ce qu'on veut, on ne se rend pas compte à quel point c'est un privilège. Ici, il y a une petite séquence qui s'appelle Dos à dos.
Là, on est face à face et on va aller au dos à dos. Ça vous va? Ouais. Ça fait pas mal. Dos à dos avec vous, Cédric Clapiche, et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Si votre vie était un film, quel pourrait en être le titre? J'adore la Dolce Vita, donc le premier titre qui me vient en tête, c'est ça. Et je ne sais pas si ma vie est aussi douce que la Dolce Vita, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Le plus insupportable quand on partage votre vie? C'est le fait que je fais du cinéma, donc c'est une vie qui est un peu dissolue, irrégulière. Je change d'avis tout le temps, et donc, à mon avis, pour les proches, c'est difficile. Est-ce que vous êtes favorable aux implants capillaires? Non, je me suis beaucoup posé de questions à partir du moment où ça m'est arrivé. Vous les avez mis en bas? Ouais, voilà, c'est ça, j'en ai partout. Mais non, j'assume mes défauts et mon crâne. Ouais. Si vous aviez les clés de l'Élysée durant 24 heures, que feriez-vous? Alors, c'est pas pareil d'avoir les clés du bâtiment et puis d'être président de la République. Et d'avoir le pouvoir. Ouais, c'est ça. Alors, vous auriez le pouvoir? Non, je pense que justement, je veux pas l'avoir. Donc, je suis très content de ne pas être à l'Élysée. Je pense que y a plein de gens qui ont envie d'être président, mais je pense que c'est une situation trop difficile. Moi, je sais que dès qu'on met le pied là-bas, on est trop critiqué et qu'on devient une ordure aux yeux de tout le monde. Donc, moi, je trouve ça trop difficile, ça. Si vous étiez homosexuel, qui aimeriez-vous qui vous séduise? Il y a plein d'hommes réussis. Bizarrement, je dirais Mohamed Ali, parce que j'ai revu le documentaire il n'y a pas longtemps, et je me dis que ça, c'est un vrai héros, quand même. Est-ce que vous avez déjà fouillé dans les affaires de vos enfants? Oui. Et vous avez trouvé? Il ne faut surtout pas qu'ils regardent cette émission. Bien sûr, il y a des trucs très rigolos qu'on trouve dans les tiroirs, ouais. Vous assistez à la projection d'un film d'un ami réalisateur. Vous avez détesté ce film. Qu'est-ce que vous lui dites en sortant? Malheureusement, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Donc, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Non, je dis ce que je pense parce que je sais que dans notre milieu du cinéma, tout se sait très vite. Et donc, mentir est presque pire que d'être sincère. Si vous restez 10 secondes à vivre, quelle est la dernière personne que vous appelleriez? Lola, ma femme. Ouais. Vous voulez dire quoi? Vous croyez que je vais vous le dire? Si je vous parle d'une chanson qui vous rend joyeux? Une chanson qui me rend joyeux, alors moi je dirais James Brown directement et Get on the Right Foot. J'ai failli dire James Brown. C'est pas tout neuf, hein, ça date de 72. Hein. Ouais. Et ça rend heureux. Et vous êtes festif, vous pouvez danser. Ouais, là. Puisqu'il n'y a plus d'heure. Ouais, je le faisais plus avant, hein, pour être franc, mais oui, quand même, ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'une série donc comme 10% que vous pourrez voir à partir du 14 octobre? C'est idiot à dire, mais j'ai très envie que ça marche. Parce que d'une part, c'est beaucoup de travail. Et celle-ci a été vraiment beaucoup de travail, que ce soit à l'écriture, au casting, le travail avec les acteurs, le travail technique. Un tournage qui dure 11 jours. Alors oui, le temps de tournage est très court, mais le temps d'écriture est très long. Donc tout le temps de préparation était très long, mais c'est vrai que le temps de tournage est extrêmement réduit. 10%. C'est à partir du 14 octobre à 20h50 sur France 2. Et puis chaque semaine, il y aura donc 6 épisodes. Ratez pas, parce que on les a vus les 6 épisodes, on vous le dit, et on a particulièrement aimé. Ça va très vite, il n'y a aucun moment où on s'ennuie. On s'attache énormément aux personnages. C'était le but. Personnages évidemment centraux, c'est ceux qui font vivre l'agence d'acteurs, l'agence de comédiens. Et puis alors, c'est une merveille, quoi. On se surprend vraiment à rire parce que c'est très, très décapant entre les guests, comme on dit. Vraiment, chapeau. Bravo. Merci. Il y a Isabelle Malmeza qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. Elle expose d'ailleurs jusqu'au 31 octobre à Arcité, à Fontée-sous-Bois. Son travail, c'est une peinture intérieure, c'est ainsi qu'elle l'exprime, dans laquelle on devine des éléments marins, aériens ou terrestres. Retenez son nom, Isabelle Malmeza. On a commencé l'émission en parlant de photos. Je vous demanderai de la conclure, cette émission, en prenant une photo.
voilà, avec cet iPad. Et puis, on la montrera sur le générique aux téléspectateurs. Demain, on se retrouve en compagnie de Sylvie Vartan. Elle a été, j'imagine, dans votre, votre jeunesse. Elle a imprégné tout le monde. Bien sûr, non. Et moi, j'aimais bien la période où ils étaient ensemble avec Johnny Hallyday. Je ne devrais pas dire ça. Mais... Je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Et puis Isabelle Mergo, qui est sa partenaire au théâtre, sera aussi en notre compagnie. L'émission, elle est rediffusée cette nuit, puis vous pouvez la revoir en replay sur plus.fr et puis aussi sur France 2, Thé au café. Passez une très très belle journée. Merci de votre fidélité. Au revoir. On se retrouve demain pour un nouveau Thé au café à partir de 7h. C'est à vous de jouer. Il faut que je prenne une photo. Ce que vous voulez. She